il y a le retour de l'inflation. Face à l'inflation qui bat des records aux États-Unis. Et une inflation qui manifestement n'avait pas qu'un aspect transitoire. L'inflation galopante. Le coût de certains produits risque de s'alourdir encore. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qu'est l'inflation, à quoi elle sert et comment les banques centrales manipulent l'économie avec deux leviers, la création monétaire et la variation des taux d'intérêt. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et aujourd'hui on va parler économie. La première partie ce sera qu'est-ce que l'inflation, la deuxième comment l'inflation est-elle mesurée, est-elle calculée et la troisième c'est comment les banques centrales manipulent l'économie. Tu peux aller directement au chapitre que tu veux. De la manière la plus simple possible, l'inflation c'est quand il y a davantage d'argent que de choses à acheter dans l'économie. Je vais prendre un exemple simple d'un village et d'un marché. Et dans ce marché, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la nourriture, des vêtements, donc tous les villageois font leurs courses dans ce marché. Le seul problème dans ce village, c'est qu'il n'est pas en très bonne santé économique. Donc le gouvernement s'inquiète et décide d'aider ce village en donnant des subventions, donc en donnant de l'argent gratuit aux villageois et aussi en facilitant l'accès aux prêts bancaires. Les villageois sont super contents, ils ont beaucoup plus d'argent et donc ils vont acheter beaucoup plus de produits dans le marché. Sauf que le problème, c'est que dans ce marché, il y a un nombre fini de denrées, de vêtements, de nourriture, et le directeur du marché, il n'avait pas prévu ça. Donc en fait, il a beaucoup moins, son stock diminue énormément, il a beaucoup moins de produits, et donc il va être obligé d'augmenter les prix. Et ça, c'est l'inflation. Le directeur du marché est super content, son business se porte très bien, donc il va décider d'agrandir le marché et d'employer de nouvelles personnes. Et ça tombe bien, car le gouvernement a également donné des subventions aux entreprises et facilite aussi le prêt aux entreprises. Donc il va facilement pouvoir faire grandir son business. Le problème, c'est que le gouvernement, en donnant beaucoup de subventions, a créé un petit peu trop de masse monétaire et en facilitant le crédit, tout le monde a pris un crédit bancaire et les gens sont relativement endettés. Et l'inflation étant beaucoup plus élevée que d'habitude, parce que le gouvernement il a un petit peu trop forcé, là il va devoir serrer la vis et arrêter de donner toutes ces subventions et augmenter les taux d'intérêt pour que ce soit pas si intéressant que ça d'emprunter autant d'argent. Le point positif, c'est que l'inflation redescend à des niveaux plus normaux, mais les gens n'ont plus d'argent, donc ils achètent beaucoup moins de produits dans le marché. Et le directeur, il est obligé de licencier beaucoup de personnes et de fermer la nouvelle partie du marché qu'il avait construite. Et ça, c'est la récession. La petite histoire, c'est une version très simplifiée et en réalité, il y a 3 raisons pour l'inflation. La première raison, c'est l'inflation par les coûts. Si, par exemple, une centrale nucléaire venait à tomber en panne, alors il faudrait augmenter le prix de l'électricité pour pouvoir réparer cette centrale nucléaire et produire autant d'électricité qu'avant. Dans ce cas-là, il y a la même demande, mais le prix augmente parce que les coûts pour produire de l'électricité sont plus élevés. La deuxième raison, c'est l'inflation par la demande. Si tout simplement les gens s'enrichissent, alors ils vont vouloir acheter davantage de choses et il y aura naturellement de l'inflation. Et quand les taux d'intérêt pour emprunter sont de l'ordre de quelques pourcents et que c'est pas la peine, par exemple, d'avoir un apport lors d'achats immobiliers, c'est donc très simple d'avoir un accès au crédit et ça crée également beaucoup plus de demandes. La troisième raison, c'est l'inflation par excès de création monétaire. On va prendre un monde fictif où toute l'économie était représentée par 2 oranges. Et dans cette économie, on a 2 pièces de 1 euro. Donc c'est tout simple, il y a 2 oranges, il y a 2 euros, chaque orange vaut 1 euro. Si maintenant la banque centrale de ce monde fictif venait à doubler la quantité de monnaie en circulation, donc ça veut dire qu'il n'y a pas 2 euros mais 4 euros, alors qu'il y a toujours le même nombre d'oranges, il n'y en a toujours que 2. On voit très simplement que le prix d'une orange avant était d'1 euro et maintenant passe à 2 euros. La création monétaire est bien sûr nécessaire car aujourd'hui il y a beaucoup plus de biens et de services disponibles qu'il y a 100 ans, mais il ne faut pas créer 10 fois plus de monnaie que de biens, sinon on arrive à de l'inflation. On dit partout que l'inflation est un fléau, que c'est quelque chose de très négatif, mais une inflation de 2% par an, elle permet tout simplement de stimuler l'économie. Car s'il n'y avait pas d'inflation, s'il y avait de la déflation par exemple, ça voudrait dire que les objets étaient de moins en moins chers, tout simplement on mettrait tout notre argent sous nos matelas et on dépenserait pas un sou. Donc le fait qu'il y ait de l'inflation, ça permet de stimuler l'économie et que la machine économique continue d'avancer. En 2020, pour lutter contre la crise économique amenée par le Covid, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a versé 1850 milliards d'euros. Sauf que la BCE a versé cet argent aux entreprises et aux banques et non pas aux particuliers, donc c'est un petit peu plus compliqué dans la vraie vie que l'exemple avec notre village. Là je suis sur le site de la Banque de France et on voit clairement que la BCE a effectué des versements en majorité aux banques et aux marchés financiers
et également aux entreprises, mais pas directement aux ménages. Là, je suis sur le site de l'INSEE et on voit qu'en 2020, la consommation des ménages a chuté de 7,1%. Mais quand on regarde le prix des actions européennes, des 100 plus grandes entreprises européennes, donc l'Euronext 100, on voit qu'au moment du Covid, c'était tombé à presque 800 $ et qu'avec la création monétaire, on est arrivé à des sommets atteignant presque 1400 $ en novembre 2021. Pour le S&P 500, c'est pareil, on voit que cet index a pris une énorme augmentation et depuis décembre 2021, il est en baisse. Donc finalement, l'argent qui a été investi par les banques centrales pour sauver l'économie a juste servi aux entreprises et aux banques d'acheter davantage d'immobilier, d'acheter davantage d'actions et finalement de faire monter le prix des assets et non pas de redistribuer la richesse à son peuple. Et donc les deux grosses entités qui contrôlent l'inflation mondiale, c'est la Banque Centrale Européenne pour l'Europe et la Fed pour les États-Unis. La mission de la Banque Centrale Européenne, c'est, je cite, « de maintenir la stabilité des prix. Pour ce faire, nous veillons à ce que l'inflation, autrement dit la variation des prix, reste faible, stable et prévisible à un taux de 2% à moyen terme. » Donc la BCE contrôle l'inflation. Mais ce qui est très intéressant de voir sur leur site officiel, c'est qu'ils ont une façon bien à eux de calculer l'inflation. L'inflation, elle est calculée à partir de l'IPCH, donc l'indice des prix à la consommation harmonisé. Donc comment est-ce qu'ils font ça? Chaque mois, il y a des enquêteurs qui vérifient 1,8 million de prix répartis dans 200 000 magasins dans toute l'Europe. Les prix sont pondérés, ça veut dire que le café a beaucoup plus de poids que un sachet de camomille dans le calcul de l'inflation. Mais j'ai relevé deux choses qui me paraissent un petit peu alarmantes et qui font qu'en réalité, l'inflation, le chiffre de l'inflation qui est donné est beaucoup plus bas que l'inflation réelle. Donc le premier, c'est que le taux d'inflation, il est mesuré sur les 12 derniers mois. Donc le but de la BCE, c'est d'avoir un taux d'inflation de 2% par an. Et donc 2% d'inflation par an, ça paraît pas beaucoup. Mais 2% d'inflation par an pendant 10 ans, c'est 22% d'inflation. En 20 ans, ça fait presque 50% d'inflation et en 30 ans, 80%. Donc ça veut dire qu'en 30 ans, on multiplie quasiment les prix par 2 avec le taux idéal d'inflation de la Banque Centrale Européenne. Et donc l'inflation, ça se cumule. Et bien sûr, la BCE se garde de nous dire qu'il y a eu 50% d'inflation depuis 2000, mais avec 2% par an, c'est bel et bien le cas. Et le deuxième point qui cache un petit peu la réalité de l'inflation, c'est qu'on soustrait l'amélioration de la qualité. J'explique, si il y a 5 ans, la climatisation n'était pas en série sur les voitures et qu'aujourd'hui ça l'est, donc ça veut dire que l'augmentation du prix des voitures est justifiée car la qualité a également augmenté. Sauf que dans le cas où les salaires n'augmentent pas, ça veut tout simplement dire qu'une personne dont le salaire n'a pas augmenté pouvait s'acheter il y a 5 ans une voiture neuve et aujourd'hui elle ne peut plus. Et une inflation à 8% peut en réalité cacher une inflation supérieure. Et maintenant, on va voir comment la BCE manipule l'économie. La BCE, elle a deux leviers pour faire ça. Le premier, c'est la quantité de monnaie, donc elle peut faire varier cette quantité. Et le deuxième, c'est les taux d'intérêt. Donc tout simplement, voilà, quand on fait un prêt, on va devoir rembourser plus ou moins d'argent à la banque. Et là, on va voir très concrètement comment la Banque Centrale Européenne et la Réserve fédérale américaine ont manipulé la quantité de monnaie depuis ces dernières années. Donc là, je suis sur le site officiel de la Banque Centrale Européenne et on peut voir qu'en l'an 2000, il y avait à peu près 1 million d'euros. Bon, c'est des chiffres énormes, on va dire 1 million. Et au fil du temps, la quantité de monnaie n'a fait qu'augmenter. En 2007 et en 2008, il commençait à y avoir une inflation assez forte, donc ils ont dû diminuer la quantité de monnaie. Mais pour restimuler l'économie, voilà, il a fallu augmenter la quantité de monnaie pendant la crise de l'euro. Ensuite, l'Europe a décidé de diminuer la quantité de monnaie. Puis dans les années qui ont suivi, l'Europe a voulu favoriser une forte croissance, donc a augmenté la quantité de monnaie. Mais manque de peau, en 2019, quand il du coup s'apprêtait à nouveau diminuer un peu la quantité de monnaie, le Covid a frappé et à ce moment-là, voilà, il n'y avait plus de choix possible pour relancer l'économie. Il fallait imprimer énormément de billets, il fallait injecter énormément d'argent dans l'économie. Et là maintenant, je suis sur le site officiel de la Fed, donc l'équivalent de la Banque Centrale Européenne, mais aux États-Unis, et on peut voir que de la même manière, pendant la crise du Covid, voilà, il a fallu augmenter énormément la quantité de monnaie pour soutenir l'économie. Et là, si on se souvient bien de l'exemple du tout début avec les villageois et le marché, et bien tout simplement, quand il y a trop d'argent qui circule dans l'économie et pas assez de biens à acheter, et
et ben voilà, il y a de l'inflation. Et donc depuis octobre 2021, l'inflation ne fait que d'augmenter aux États-Unis et aujourd'hui on est à plus de 8%. Et en Europe c'est pareil, l'inflation a commencé même un petit peu avant et aujourd'hui on est aussi à des taux avoisinant les 8% d'inflation. Et donc les gouvernements voulant limiter l'augmentation de l'inflation au maximum ont augmenté les taux d'intérêt, donc ça devient moins intéressant d'emprunter de l'argent et davantage intéressant de garder son argent dans la banque. Donc une augmentation des taux d'intérêt, ça veut aussi dire que notre livret A va nous rapporter un peu plus. Aujourd'hui, on avoisine les 2% aux États-Unis et en Europe, on est toujours à 0%, mais la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'en juillet 2022, elle augmenterait ses taux de 0,25%. Le problème finalement qui est récurrent dans l'économie et qui se passe à peu près tous les 10 ans, c'est que le gouvernement, voulant stimuler l'économie à tout prix, va créer beaucoup de monnaie, va faciliter le prêt, va baisser les taux d'intérêt et finalement à chaque fois ça crée des bulles. Le PIB ne suit pas au même rythme que le prix des choses et donc en fait que la quantité de monnaie en circulation et la bulle finit toujours par éclater et une récession s'ensuit. Si tu n'es pas à l'aise avec le fait que le gouvernement puisse avoir le pouvoir monétaire et que tu souhaites un système alternatif, Bitcoin il est justement là pour ça. Avec Bitcoin, l'inflation est prédéfinie et il n'y a pas de création monétaire possible, il n'y a pas de manipulation possible. Tout le monde connaît la quantité de Bitcoin en circulation et c'est très facile de vérifier qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Bitcoin est loin d'être parfait car c'est encore un asset très volatile. Mais Bitcoin, il offre une nouvelle vision monétaire où le pouvoir monétaire ne serait pas rattaché aux États mais à un système décentralisé où tout le monde pourrait posséder une part. Si tu as investi récemment dans la blockchain et que tu as essuyé des pertes douloureuses, je t'invite à te former sérieusement pour bien comprendre les techniques d'investissement de base et éviter de perdre ton argent. J'ai un cours en ligne qui te permettra de structurer ton portefeuille de manière très robuste. Ce cours, il est bien évidemment payant car tout mon contenu sur YouTube est gratuit. Mon cours en ligne, il ne te permettra pas de gagner de l'argent rapidement. Ma méthode, elle n'est pas fun du tout, elle demande de la discipline, de la rigueur et beaucoup de patience. Mais grâce à mon cours, tu auras une méthode solide pour investir dans le Web3 sur les prochaines années. Le lien est en description et si tu ne veux rien dépenser, j'ai également un PDF gratuit qui te permet de sélectionner en 8 étapes une crypto de bonne qualité. Les liens sont ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu comprends mieux maintenant ce qu'est l'inflation et je te dis à très bientôt.